On constate depuis quelques années maintenant, d'ailleurs depuis que Nicolas Sarkozy a lancé la célèbre RGPP, la réduction du nombre de policiers de police nationale dans nos commissariats et l'incapacité, la difficulté pour la police nationale d'être présent, notamment dans ses missions d'îlotage, comme on a pu connaître au moment où existait la police de proximité. Face à ce constat, face aussi à la nécessité pour la police de se concentrer sur des sujets fondamentaux qui ont trait à la police nationale, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le deal, contre le trafic, et donc la difficulté pour la police d'être présente au quotidien sur les questions d'incivilité, sur les questions de tranquillité publique, nous avons décidé la création d'une police municipale parisienne, qui est un outil spécifique à Paris. Malheureusement, nous n'avons pas pu la mettre en œuvre dès il y a quelque temps, puisque nous avons besoin que le gouvernement fasse changer la loi. Mais nous avons décidé la création de cette police municipale parisienne, qui sera une police paritaire, composée de 5000 agents, 2500 hommes, 2500 femmes, qui sera une police qui ne sera pas armée d'armes létales, puisque nous voulons une police d'îlotage du quotidien, qui pourra assurer une présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le territoire parisien, dans des missions de lutte contre les incivilités, dans des missions de protection de la tranquillité publique, bien sûr sans se prendre pour la vraie police, parce qu'il est indispensable que la police joue son rôle à Paris et qu'elle lutte contre les éléments de délinquance, qu'elle lutte contre le deal, qu'elle lutte contre le trafic, qu'elle lutte contre la prostitution. Et donc nous voulons cet outil complémentaire qui nous permettra de prendre notre part, à nous la ville de Paris, et de faire en sorte que nous puissions assurer aux Parisiens une présence en uniforme physique dans tous les quartiers, tout le temps. C'est 5000 personnes. 2500 hommes, 2500 femmes qui seront formés et qui seront aussi formés sur des questions spécifiquement parisiennes, parce que cette police du quotidien, municipale du quotidien, doit être à l'image de ce qu'est Paris. Et donc nous prévoyons une formation spécifique, notamment sur les questions de lutte contre les discriminations, sur les questions de repérage et de lutte contre le sexisme, contre les comportements sexistes, de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, bref, tout ce qui fait que nous aurons un outil pour républicain, pour contribuer à assurer la sécurité des Parisiens à notre place de collectivité locale, sans jamais nous imaginer être autre chose qu'une collectivité locale. Et moi, je n'ai pas vocation à devenir shérif du 18e, la maire de Paris n'a pas vocation à devenir shérif de Paris, mais nous avons vocation à prendre notre part, à prendre encore plus notre part, à nous doter d'un outil puissant, efficace, et à sa place, et il sera d'autant plus puissant et plus efficace qu'il travaillera en lien avec la police, en lien bien sûr avec le bureau du procureur, en lien avec la maire de Paris, mais surtout avec les maires d'arrondissement. Et nous ne voulons pas une police municipale d'arrondissement, parce que nous, notamment dans le 18e, nous savons à quel point nous avons besoin aussi d'être soutenus par les autres. Et donc il faut que ce soit une police municipale parisienne, dans laquelle bien sûr les maires d'arrondissement auront un rôle de copilotage à jouer, mais qui sera un outil à la bonne échelle, c'est-à-dire à l'échelle de Paris. Sur la question de la lutte contre la toxicomanie, sur la question de la réduction des risques, sur la question de la possibilité de faire en sorte de contribuer à aider à sortir les usagers de drogue de leur situation, il faut travailler en même temps sur 3 échelles, 3 éléments qui sont les 3 éléments de la réponse globale à la question de la présence d'usagers de drogue sur le territoire, et qui sont une question qui nous permet aussi de voir un peu la ville différemment. Le premier élément, c'est bien sûr une réponse dans le champ sanitaire et social. On peut rêver d'une société où la toxicomanie n'existe plus, mais nulle part dans le monde, cette société-là n'a jamais vu le jour. Et donc nous devons renforcer les dispositifs de prévention des risques et les dispositifs d'accompagnement sanitaire et social pour les usagers de drogue. On voit à quel point c'est difficile, notamment sur la question du crack, mais on voit aussi à quel point c'est indispensable. S'il n'y a pas la réponse sanitaire et sociale, il n'y a pas de réponse à la réalité de ce qu'est la présence de l'usage de drogue sur le territoire. Et moi, je pense que nous pouvons, comme nous l'avons fait il y a quelques années, refaire des états généraux de cette question à la mairie d'arrondissement pour prendre en charge l'ensemble de la question. Mais cette réponse sanitaire et sociale, elle n'a de sens que si elle est accompagnée d'une réponse sur le plan de la sécurité et de l'ordre public. Parce qu'au fond, la question qui se pose, c'est quand même de savoir aussi comment toutes ces drogues rentrent sur les territoires. Pourquoi l'accès aux produits est si facile? Et pourquoi il est, semble-t-il, si difficile de mettre un terme au trafic, de mettre un terme aux trafiquants et de faire en sorte que les produits ne soient pas aussi facilement disponibles. Et voilà pourquoi nous demandons l'intervention forte des services de police sur les 2 dimensions qui concernent cette partie policière de la question. La première dimension, c'est la lutte contre tous les trafics, et ça doit se jouer à la bonne échelle, c'est-à-dire que ça ne se jouera pas que dans un commissariat d'un arrondissement, mais ça doit être une politique globale pour Paris et finalement bien au-delà de Paris, puisque la drogue, elle rentre par l'étranger, elle rentre par l'extérieur, elle rentre par la Guyane. Et puis bien sûr, le maintien de l'ordre public, et donc la présence, pour le coup, de policiers dans la rue,
qui non seulement rassurent, mais qui empêchent les comportements dangereux qui peuvent être ceux soit des dealers, soit parfois aussi ceux des usagers de drogue en recherche de produits ou en recherche d'argent. Et la réponse en matière d'ordre public, elle nourrit d'une certaine façon aussi la réponse sanitaire et sociale parce qu'elle peut inciter les usagers de drogue à se dire, bon, il y a une pression qui est mise, j'ai plus de mal à atteindre le produit que je recherche, j'ai plus de mal à trouver l'argent pour acheter ce produit, est-ce que je ne rentrerai pas dans les dispositifs sanitaires et sociaux qui permettent de sortir de cette situation? Et puis, dans le 18e, nous sommes confrontés aussi à l'existence encore de lieux qui sont des lieux peu ou mal urbanisés et sur lesquels nous devons travailler. C'est bien sûr le cas de la Porte de la Chapelle et de ce qui a été à un moment la célèbre colline du Crac, sur lesquels une réponse urbaine aussi est indispensable. S'il n'y a pas de réaménagement urbain, s'il n'y a pas cet investissement, y compris dans l'investissement physique dans les territoires, on ne trouvera pas de réponse à cette question. Donc il y a ces trois éléments en même temps. Et dans le cadre de la réponse sanitaire et sociale, il faut qu'elle soit bien sûr la plus large, avec des structures type les CARUD, comme on en connaît beaucoup à la Goutte d'Or, qui ont beaucoup fait baisser la pression dans l'espace public. La question des salles de consommation à moindre risque aussi, parce que c'est une réponse indispensable pour faire en sorte que les gens ne soient pas à la rue au moment où ils consomment, et pour pouvoir s'intégrer dans une démarche ensuite de soins. Et tout ça n'a de sens que si ce plan est accompagné au bon niveau, et ce bon niveau, c'est l'État, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, donc l'ARS, et puis bien sûr les collectivités locales qui doivent prendre leur part, et qui doivent prendre leur part, y compris dans la réponse sanitaire et sociale, parce que celle-là aussi, il faut la partager, et il faut qu'il y ait d'autres maires, partout en Ile-de-France, qui prennent leur part à ce combat. La question du logement est une question centrale à Paris. C'est une question centrale à Paris dans toutes ses dimensions, quand on voit la difficulté pour les Parisiens, si ce n'est bien sûr pour les plus riches, mais la difficulté pour les Parisiens à se loger à Paris. Le 18e comprend du logement social, pas tant que ça en réalité, si on regarde le 18e globalement. Et nous n'avons pas encore atteint les 25% de logements sociaux dans le 18e, puisque certains quartiers en comportent beaucoup et d'autres quartiers en comportent beaucoup moins. De la même façon qu'il faut regarder la question de la densité sur la réalité, et que la population du 18e a tendance, comme partout à Paris, à baisser et pas à augmenter. Donc on n'est pas dans une situation où on densifie plus, on est dans une situation où en fait le nombre d'habitants est moins important, ce qui, à mon avis, n'est jamais un grand succès pour une collectivité. Donc bien sûr, nous devons nous attaquer à cette question du logement, à la fois dans la question du logement social et bien sûr aussi avec la lutte contre le Airbnb, avec la foncière parisienne, à faire en sorte que le logement privé soit mieux régulé, que les prix, notamment les prix du mètre carré à l'achat, baissent dans des structures particulières, que les prix du logement privé à louer baissent aussi. Et donc nous avons beaucoup de propositions de ce point de vue-là pour faire en sorte que sur le logement privé, nous puissions intervenir. Et puis bien sûr, nous devons travailler à faire en sorte que le logement social continue d'exister à Paris. C'est une condition de la mixité. Aujourd'hui, un couple formé, je dis n'importe quoi, d'une policière et d'un instituteur, pour se loger à Paris, il a besoin du logement social. Et donc le logement social, contrairement à l'image que certains s'en font, ce n'est pas du logement pour les personnes en difficulté. À Paris, le logement social, c'est le logement des classes moyennes. C'est le logement des plus pauvres et c'est le logement des classes moyennes. Et si on ne travaille pas sur le logement social, on exclut peut-être d'abord les plus pauvres, encore que le logement social existe, mais on exclut d'abord les classes moyennes. Donc oui, nous avons vocation, notamment dans le 18e, de façon raisonnable, à continuer à avoir des programmes de logement, comme on l'a fait à Chapelle International, comme on le propose sur Ordonnaire Poissonnier, comme on le propose sur Hébert, des programmes complètement nouveaux, parce qu'on ne pense plus la ville aujourd'hui comme on la pensait au moment des grandes ZAC, la ZAC de l'Évangile ou la reconstruction de la rue de la Goutte d'Or, ces énormes projets où on plaquait des réalités urbaines sur des territoires. Aujourd'hui, on est dans des projets qui respectent, comme par exemple rue Mira, le parcellaire, qui travaille finement sur l'équilibre des quartiers, qui fait en sorte aussi de prendre en compte la vie du quartier tout au long de la journée. Loin de cette idée qu'on a pu connaître dans les années 70, 80 et peut-être même dans les années 90, où il y avait les zones où on se loge, les zones où on travaille et les zones où on a du loisir. Nous pensons qu'il faut réunir au même endroit, c'est ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, l'ensemble des fonctions urbaines. Et c'est notamment le projet sur Ordonnaire Poissonnier qui permet d'avoir bien sûr un parc, bien sûr un peu de logement, pas beaucoup parce qu'il y a déjà beaucoup de logements, mais un peu de logement aussi qui permettra aussi de faire de la mixité sociale, mais aussi une école, le conservatoire, un cinéma, une salle de spectacle, l'école Nicine de Camando qui va faire venir des étudiants, un peu de bureaux pour faire en sorte que le quartier vive et le jour et la nuit, que le quartier attire et la journée et dans la soirée. De faire en sorte que, par exemple, ce nouveau parc à Ordonnaire Poissonnier soit un parc sécure,
Un parc où on puisse aller tout le temps parce qu'il sera aussi entouré de vie. Et on sait à quel point, et vous connaissez bien ça dans le 18e, notamment à Alain Bachung, à quel point les parcs en cul-de-sac sont une problématique, y compris de sécurité publique. Donc nous ferons cet urbanisme. Le 18e a de la chance. Il a la chance de pouvoir encore se transformer. Et pour se transformer, il doit prendre en compte les réalités d'aujourd'hui. On ne construit pas aujourd'hui comme il y a 20 ans, ni dans la façon dont on pense les quartiers, ni bien sûr dans la façon dont on construit les bâtiments avec l'usage de beaucoup moins de béton, de beaucoup de bois. On a des très beaux projets qui nous permettent de construire différemment et de façon beaucoup plus écologique. Le sujet, c'est l'équilibre. L'équilibre, ça passe par le logement social. Sans le logement social, c'est l'exclusion non seulement des plus pauvres, mais c'est l'exclusion aussi des classes moyennes, et donc la londonisation de Paris. Paris a cette chance merveilleuse d'être arrivé à être une des peut-être dernières énormes métropoles mondiales, à arriver à avoir sur son territoire des très riches, des moyennement riches, des classes moyennes et des catégories populaires, et je pense que c'est une grande richesse pour Paris. La question de comment on vit dans un quartier, la question de comment on rééquilibre les quartiers, la question de comment on repense les projets urbains se pose à différentes échelles, à la fois sur les projets et à la fois sur ce à quoi on réfléchit. Le premier des réaménagements, et notamment pour ces cœurs de quartier, comme ici à la Goutte d'Or, mais c'est vrai aussi à La Chapelle, et c'est vrai aussi à Montmartre, et c'est vrai aussi aux Grandes Carrières, c'est la question de la circulation. C'est la question du partage de l'espace public. Parce qu'au fond, on parle beaucoup de densité des logements. La réalité, c'est que cette densité des logements elle est de plus en plus faible, mais elle ne se traduit pas forcément par une densité d'usage de l'espace public moins importante. Et du coup, la première des révolutions, c'est la révolution dans la rue. Réduction de la circulation, piétonisation, c'est-à-dire faire en sorte que nos quartiers ne soient plus traversés, mais que les seuls véhicules qui viennent sont des véhicules qui ont quelque chose à y faire spécifiquement. Faire en sorte qu'on puisse récupérer de l'espace dans la rue en réduisant le nombre de places de stationnement, en agrandissant la place des trottoirs, en faisant en sorte que les piétons puissent circuler plus librement et en repensant, du coup, grâce à cette réduction, parce que quand on a des projets, il faut toujours démontrer qu'on est capable de les faire, grâce à cette réduction de la place de la voiture dans l'espace public, retrouver les trames vertes, arriver à relier les quartiers, y compris avec de la verdure. Et puis bien sûr, nous avons, et c'est rare dans Paris, la possibilité de repenser un certain nombre de quartiers avec des vrais projets urbains. Mais des vrais projets urbains d'aujourd'hui, pas des projets urbains d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans, des projets urbains qui prennent en compte les nécessités du moment. On prend souvent la question du climat. Si on veut réduire la température dans Paris, il faut sortir de ces grandes zones bétonnées. Par exemple, aujourd'hui, Ordonnaire Poissonnier, ce n'est que du béton. Nous proposons un grand parc, nous proposons des logements, nous proposons des équipements, nous proposons de faire en sorte qu'on redonne de la nature aussi dans ces quartiers. Et c'est vrai sur le grand parc de Chapelle-Charbon, 6 hectares et demi qu'on va créer à Paris, ça ne sera pas vu souvent, hein, parce qu'il y a peu d'opportunités, il y a peu d'endroits dans Paris où il y a autant d'opportunités que chez nous, mais pour faire en sorte de réduire les températures. Et réduire les températures, c'est travailler à ces grands projets, mais c'est toujours aussi avoir une réflexion sur le micro, parce que finalement, dans la façon dont on pense la ville aujourd'hui, il faut penser à toutes les échelles. Les grands projets et ce qu'on peut faire là où il n'y a pas de grands projets. Et une des très belles idées que nous portons, ici nous en avons la démonstration dans le 18e, on en a fait 3, c'est l'utilisation des cours d'école. Les cours d'école qui sont aujourd'hui souvent une chape de béton, doivent devenir ce qu'on appelle des cours oasis, c'est-à-dire des lieux de fraîcheur, des lieux où on pense différemment la présence de la nature, de la pleine terre, des zones de jeu, et qui sont des espaces qu'on pourra rouvrir aux habitants. C'est ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, c'est ce qu'on appelle le rôle de l'école au cœur de la ville, faire en sorte que dans les grands projets, mais aussi dans les tout petits projets, on prenne systématiquement en compte les obligations que nous nous sommes fixées avec l'accord de Paris pour faire baisser la température. Il n'y a pas d'urbanisme qui se pense sans penser en même temps à toutes les échelles, petits projets, grands projets, très grands projets comme l'Arena ou Paris 1 à la porte de la Chapelle ou la disparition de ce plat de nouilles. Et tout ça doit être cohérent. On ne peut pas penser la ville différemment à toutes ces échelles ou alors on ne dit pas la vérité aux gens. Nous nous sommes engagés dans cette mandature à ne pas augmenter les impôts et nous ne les avons pas augmenté les impôts directs. Et nous nous engageons à nouveau à ne pas augmenter les impôts directs des Parisiens. La question de la dette parisienne est une question du débat public. C'est bien légitime. Et donc, comme toujours, quand on est dans une question du débat public, il faut revenir à la réalité et pas au fantasme. La réalité, c'est que toutes les agences de notation donnent la meilleure note possible à la ville de Paris. La réalité, c'est que la ville de Paris est bien en dessous des délais de remboursement. On est à moins de 9 ans, là où la norme, c'est de 12 ans pour être capable, si on ne crée pas de dette supplémentaire, de rembourser l'ensemble de notre dette. La réalité, c'est que si on veut comparer Paris aux autres collectivités, il faut le faire avec un tout petit peu de rigueur et se rappeler que Paris est une ville, mais c'est aussi un département et c'est aussi une métropole. Et donc, quand on compare la dette de Paris aux dettes des autres villes,
soit on prend que la dette de la ville de Paris, ce qui, dans les comptes actuels, est un peu compliqué, soit on intègre dans la dette des autres villes ce que dépense le département ou ce que dépense la métropole dans ces villes. Et quand on revient sur ces éléments-là, et c'est ce que font tous les spécialistes de la Cour des comptes comme des agences de notation, on se rend compte que la ville de Paris est d'abord très bien gérée, et puis on se rend compte aussi que la ville de Paris, heureusement, respecte la loi comme toutes les collectivités, parce que je rappelle que les collectivités n'ont le droit de s'endetter que pour de l'investissement. Donc aucune ville ne finance aucun euro de fonctionnement avec de la dette. C'est une grande différence entre les collectivités locales et l'État, ce qui, moi, m'a toujours conduit à m'amuser d'entendre tous les gouvernements, d'ailleurs, quelle que soit leur étiquette politique, parler de la dette des collectivités locales. L'État, lui, s'endette pour dépenser. Nous nous endettons pour investir. Et puis, quand on gère une ville, il n'est pas totalement interdit d'être un peu malin. Et c'est toujours mieux d'emprunter de l'argent quand c'est pas cher d'en emprunter, plutôt que de dépenser ses fonds propres alors qu'on peut emprunter. Donc la gestion financière de la ville, elle marche sur ces deux pas. Il n'y a absolument aucun sujet là-dessus. Tous les observateurs attentifs le disent. Et puis dernier élément, une ville qui n'investit pas, une ville qui ne se transforme pas, une ville qui ne crée pas des places en crèche, qui ne crée pas des parcs, qui ne reconstruit pas des écoles, c'est une ville qui, au fur et à mesure, meurt. Et finalement, l'investissement, ce pourquoi une ville s'endette, l'investissement, c'est aussi ce qui prépare la ville pour le futur. Et donc, je ne pense pas que qui que ce soit ait envie que la ville investisse moins, parce que investir moins, c'est moins préparer l'avenir. Il y a des sujets, bien sûr, qui ont trait à la propreté de Paris. Paris est une grande ville, Paris est une ville dense, Paris est une ville qui accueille non seulement des habitants, mais aussi des visiteurs qui viennent soit pour faire du tourisme, soit pour venir travailler, soit pour y passer. Et donc Paris est une ville dans laquelle les souillures sont très fréquemment recréées. Donc Paris est une ville qui est beaucoup nettoyée. On met plus de 600 millions d'euros quand même par an dans le nettoiement. On a embauché 200 personnes, on a investi dans des nouvelles machines, on a investi dans de nouveaux outils. Et on constate bien que tout ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? D'abord, ce qu'il faut faire de plus, et j'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est autant de moyens qu'on ne mettra pas ailleurs, c'est de renforcer encore les moyens de propreté. Et nous proposons de passer l'investissement sur les questions de propreté à 1 milliard d'euros par an pour faire en sorte que nos rues, mais aussi nos espaces verts, soient mieux aménagés, mieux entretenus, mieux nettoyés. C'est toujours un échec de se dire qu'on dépense beaucoup d'argent pour nettoyer, parce que la salissure, elle ne vient pas du ciel. La salissure, elle n'est pas d'elle-même, elle est liée à des comportements. S'il n'y avait pas de comportement incivique, il n'y aurait pas de salissure, on pourrait dépenser beaucoup moins d'argent pour ça. Mais je pense que malheureusement, il faut en passer par là. Et donc, nous proposons d'augmenter encore les moyens de la propreté. Je crois que c'est indispensable. Mais à ça tout seul, ne faire que ça ne suffit pas. Et donc, notre police municipale parisienne, quand elle sera créée, nos 5000 agents qui seront toute la journée sur le territoire, auront aussi vocation à sanctionner les comportements inciviques, que ce soit les dépôts d'encombrants, que ce soit, je ne sais plus comment on dit les choses poliment, mais enfin les mixtions d'urine dans la rue, que ce soit le fait de déposer dans un parc un reste de sandwich, bref. Et nous aurons aussi à renforcer la sanction de ces comportements inciviques, des grosses incivilités, les entreprises qui dépensent des tonnes et des tonnes d'encombrants, ou les petites incivilités, parce que finalement, tout ça se nourrit. Et nous souhaitons que le gouvernement, enfin les parlementaires, autorise les maires à fixer eux-mêmes le montant des amendes. On ne comprend pas très bien pourquoi ça coûte aussi cher d'avoir un comportement incivique là où ça a des conséquences majeures. C'est vrai d'ailleurs sur la question, par exemple, des étalages et des terrasses. Agrandir sa terrasse à Paris, ça rapporte beaucoup plus aux commerçants qu'agrandir sa terrasse dans une ville qui est moins commerciale. Et donc nous souhaitons que l'État fasse confiance aux collectivités et nous confie le soin de fixer le montant des amendes qui nous permettront, il faudra l'assumer, à Paris, de les augmenter très fortement, notamment pour la question du dépôt des encombrants et notamment des encombrants professionnels. Ça peut être ceux des entrepreneurs, mais ça peut être aussi ceux des commerçants qui ont parfois tendance à considérer la rue comme l'arrière-cour de leur local poubelle. Ça peut être ceux des individus, parce que finalement, 68 euros, ce n'est pas toujours dissuasif. 35 euros, ça l'est encore moins. Et ça doit nous permettre, en renforçant le nombre d'amendes mises et en renforçant le montant des amendes, d'avoir aussi un choc comportemental. Parce que finalement, ce qu'il nous faut, c'est un double choc. Un choc de propreté et un choc de comportement. Et si on ne fait pas les deux, on n'y arrivera pas. La question des mobilités aujourd'hui, c'est une question centrale dans Paris. On voit bien que les Parisiens sont en train d'évoluer dans leur façon de se déplacer. Il faut accompagner cette évolution. La première des priorités, c'est l'apaisement.
l'apaisement dans la rue, ce qui passera bien sûr par une réduction de la place de la voiture, qui est un des éléments qui prend le plus de place dans l'espace public, mais ça ne suffira pas. Et ce qu'il faut faire, c'est réinvestir l'espace public, l'utiliser autrement. Et donc nous, ce que nous voulons, c'est réduire la place de la voiture pour redonner de la place aux mobilités douces, que nous devons mieux réguler, parce que les mobilités, fussent-elles douces, doivent quand même respecter les règles, et bien sûr laisser plus de place aux piétons, parce que finalement, le premier mode de déplacement des Parisiens, c'est quand même la marche. Et c'est le plus grand nombre de Parisiens marchent, souvent pour aller jusqu'à un transport en commun et ensuite pour continuer leur trajet, mais on est avant tout des piétons. Il y a beaucoup plus de piétons que d'autres modes de transport à Paris. Ça veut dire réallouer différemment l'espace public, et puis ça veut dire s'adapter aux différents modes de circulation. C'est cette idée du grand plan vélo, du Paris 100% cyclable, mais qui est aussi un Paris 100% piéton, avec cette idée qu'il faut qu'on réfléchisse avec les associations de cyclistes et puis avec les usagers à tous les trajets qu'ils pourront faire, ce qui s'accompagnera dans le 18e, et c'est un peu une spécificité dont je suis assez fier, du travail que nous avons engagé et que nous allons continuer sur l'apprentissage du vélo. Parce que c'est très bien de faire des pistes cyclables, c'est très bien de dire qu'il faut faire du vélo, et ben c'est pas si facile que ça. Et donc nous avons ouvert sur la promenade urbaine, mais nous allons aussi le faire à l'ouest de l'arrondissement à Carpeaux, et puis aussi rue Ordonnaire, des espaces d'apprentissage du vélo, pour les enfants bien sûr, mais pas que pour les enfants, pour que les adultes puissent aussi se réhabituer à ce mode de déplacement, parce que sinon on fera des infrastructures pour rien. Et puis il y a la question de régulation, et notamment celle des trottinettes, et de ce point de vue-là, nous avons d'ailleurs lancé le processus qui consiste à leur trouver des places de stationnement et à réduire le nombre d'opérateurs au maximum à 3 avec un appel d'offres pour faire en sorte qu'on n'ait plus cette anarchie des trottinettes. C'est très bien les trottinettes dans la rue, ce qui ne va pas, c'est quand c'est pas régulé. Et ce qu'il faut faire, c'est de la régulation. Cette régulation, c'est de l'aménagement, et ce sera aussi le rôle de la police municipale. Parce qu'il y a quelque chose qui est frappant aujourd'hui, pour ceux qui connaissent bien Paris, c'est que ça fait bien longtemps qu'on n'a plus vu un policier s'occuper de circulation, sauf dans les moments de crise. Or, respecter les règles, et c'est vrai bien sûr pour les automobilistes, mais pour tous les autres usagers de la rue, parfois ça exige un petit peu de bleu, et ce sera aussi le rôle de la police municipale de reprendre ce que faisait la police nationale il y a très longtemps là pour le coup, c'est-à-dire la circulation. La question de la mixité, et notamment la question de la mixité scolaire, c'est un des grands combats qu'on a porté d'ailleurs dans les différentes mandatures ici à la mairie, et sur lesquels on a eu des résultats relativement remarquables, en tout cas à la maternelle, mais aussi dans beaucoup d'élémentaires, et je pense notamment à l'élémentaire de la rue Pierre-Budin, dont je parle souvent, parce que quand j'ai été désigné représentant du maire en 2008, c'était une des écoles les moins mixtes de la Goutte d'Or, et aujourd'hui c'est une des écoles les plus attractives de ce quartier, et beaucoup de familles veulent bénéficier et pouvoir aller dans cette école de la rue Pierre-Budin. Et dans cette mandature, j'ai considéré que l'enjeu central, c'était de travailler sur la mixité des collèges, parce que finalement c'était le verrou qui restait. On voulait bien mettre son enfant dans l'école publique du quartier à la maternelle. C'était un peu plus compliqué à l'élémentaire, mais bon, ça allait jusqu'en CE2, bon. Et puis après, on se disait, oulala, mais qu'est-ce qui va se passer au collège? Et donc la priorité de cette mandature, ça a été de continuer le travail qu'on a fait sur la carte scolaire, de faire en sorte que les secteurs scolaires soient mixtes, mais ça a été aussi de faire en sorte qu'on puisse redonner de l'attractivité à nos collèges publics, qui dans un certain nombre de quartiers étaient des collèges qui avaient peu de mixité. On a utilisé tous les outils à notre disposition pour le faire. Ça a été la question des bisecteurs dans les lieux où c'était possible, et donc sur Kreuzberg de Berlioz et sur Marie Curie Gérard Philippe, ça a été le tous mobilisé, notamment à Daniel Meyer et au Collège Clémenceau, pour donner des moyens supplémentaires au collège public et faire en sorte qu'on fasse sauter ce verrou. Parce que finalement, l'idée que les enfants restent ensemble, les enfants du quartier restent ensemble dans le quartier, soient ensemble à l'école et apprennent ensemble, c'est un enjeu clé pour le futur. Et d'ailleurs, c'est un enjeu de réussite éducative pour tous. Parce que ce qu'on a constaté dans nos bisecteurs, c'est que ça améliorait les résultats non seulement des élèves des catégories populaires, mais aussi des élèves des catégories un peu moins populaires. Parce que la mixité à l'école, c'est un bénéfice pour tous. Ce n'est pas un bénéfice que pour... D'ailleurs, le ghetto, c'est un problème pour tous, que ce soit le ghetto des riches ou que ce soit le ghetto des pauvres. Et donc nous allons continuer notre combat très important sur cette question de la mixité scolaire en utilisant, c'est le rôle de la mairie, tous les moyens qui sont à notre disposition. On ne le fera pas tout seul. Il a fallu l'impulsion du recteur Pécou pour que nous puissions aller aussi loin. Il faudra que l'éducation nationale continue à investir comme ils le font avec les classes à 12, comme ils le font pour faire en sorte que les écoles de nos quartiers soient attractives pour tous. Et moi, je constate que ça marche et nous allons continuer ce combat. Et puis, il y a la question du lycée d'enseignement général dans le 18e, pour lequel moi, je maintiens une position qui était aussi celle de mon prédécesseur,
qui est lié au fait qu'il n'y a pas de problème de place dans les lycées aujourd'hui à Paris. On n'a pas besoin de lycées supplémentaires à Paris pour accueillir tous les lycéens dans des bonnes conditions dans le public. Et donc moi, je considère qu'il est utile que nous puissions faire bénéficier aux lycéens du 18e des très bons établissements qui sont partout dans Paris, dans le 9e, dans le 17e, dans le 8e, dans le 19e, partout. Et je pense qu'un lycée du 18e, un lycée maison, qui ne concentrerait finalement que les élèves du 18e, aurait moins de sens que le fait que les élèves du 18e puissent aller à Condorcet, puissent aller à Jules Ferry, puissent aller à Lavoisier, puissent aller dans tous les lycées où aujourd'hui ils vont parce qu'il n'y a pas de besoin spécifique. Mais on avait effectivement le lycée Rabelais qui était un lycée, qui apportait aussi beaucoup aux élèves, qui malheureusement, et j'avais écrit au moins à 3 reprises aux différents présidents du conseil régional qui se sont succédés, qui n'a pas bénéficié des travaux indispensables dont il a besoin. Je le regrette fortement. Je le regrette d'autant plus que seule la région, dans ce quartier de la Porte de Clignancourt, n'a pas fait son boulot. L'État avait fait son boulot en réinvestissement et en recréant complètement l'université Paris 4. Nous avons travaillé sur le collège du Trio, nous avons travaillé sur les logements, nous avons travaillé sur tout le quartier. Et nous aurons un magnifique collège, nous avons une très belle université. Il ne reste plus que ce lycée qui n'a pas bénéficié des travaux minimums dont il avait besoin. Et donc moi, je souhaite que Rabelais puisse rouvrir et que enfin la région fasse son job, c'est-à-dire investisse notamment dans ce lycée-là. La question du commerce est une question centrale de la vie de tous les centres-villes, mais c'est une question plus spécifiquement parisienne, parce que finalement à Paris, le rôle du commerce local, le rôle du commerce de proximité, c'est bien sûr un rôle de commerce, mais c'est aussi un rôle de lien social. Le commerce, c'est le rapport entre l'immeuble et la rue. Le commerce, c'est d'ailleurs souvent ce qui éclaire les rues, en plus de l'éclairage public. Et nous avons, depuis de nombreuses années, considéré qu'il fallait investir cette question du commerce sur lesquelles les collectivités locales sont relativement démunies en matière de moyens juridiques. Et donc nous avons travaillé d'abord, et le 18e a été pionnier en la matière, à ce que nous avions appelé à l'époque la commission pied d'immeuble, c'est-à-dire l'idée d'utiliser les pieds d'immeuble des bailleurs sociaux pour mener une réelle politique commerciale. Nous avons été le premier arrondissement parisien à développer dans cette dimension-là ce travail, en lien bien sûr avec la CMS, mais surtout en lien avec les bailleurs. Dans cette mandature, nous sommes allés plus loin à l'initiative de la maire de Paris, puisque nous avons créé ce qu'on a appelé le GIE Paris Commerce, c'est-à-dire une structure de commercialisation des pieds d'immeubles, des immeubles dans le logement social, ce qui nous a permis, et on le voit bien dans ce quartier, de révolutionner un certain nombre de rues. Rappelons-nous ce qu'était la rue Mira avant l'intervention bien sûr de rénovation urbaine des immeubles, mais surtout dans ce travail très fin que nous avons fait de recommercialisation. Alors c'était plus facile rue Mira, parce que la quasi-totalité du linéaire commercial, puisque la quasi-totalité des immeubles sont dans le giron, d'une façon ou d'une autre, de la collectivité publique. C'est beaucoup plus difficile dans les endroits où les commerces, les murs et les baux sont de droit privé. Mais c'est aussi ça, la nature du commerce, d'être de droit privé. Et moi, je ne suis pas pour la municipalisation du commerce, parce que le commerce, ça ne se décrète pas. Le commerce est lié à un marché. Et donc, ce que nous voulons faire dans cette nouvelle mandature, c'est d'abord, bien sûr, continuer notre travail avec les bailleurs sociaux. C'est ensuite aller plus loin que ce que fait très bien d'ailleurs la CMAEST en ouvrant une foncière dédiée au commerce, parce que finalement, c'est une question qui se pose dans tous les commerces, pour que nous puissions prendre le contrôle, non pas bien sûr de tous les commerces, mais de plus de commerces dans plus de quartiers, que nous puissions préempter là où nous pouvons le faire, et que nous puissions continuer à investir cette question du commerce. Et puis je pense qu'on peut mieux travailler avec les propriétaires privés, d'abord avec les propriétaires institutionnels, qui sont quand même à Paris assez nombreux. Il y a des assurances, il y a des banques qui possèdent beaucoup de pieds d'immeubles et avec lesquels nous entamons un dialogue au moment de la relocation, en leur disant on s'est rendu compte, souvent grâce aux habitants, et moi je recommande toujours aux habitants de nous prévenir quand ils voient un commerce muter. Ça ne veut pas dire qu'on pourra toujours intervenir, mais parfois on pourra le faire. Et quand c'est par exemple une grande banque qui possède un commerce, on prend contact avec eux et on dit, j'ai un exemple en tête rue Clignancourt, et on leur dit voilà, est-ce que vous seriez d'accord, vous êtes libre, hein, on n'a pas de pouvoir, mais est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on travaille avec vous sur la relocation de votre commerce? Et puis ce travail-là, peut-être qu'un jour on pourra le faire avec des bailleurs complètement privés, même si pour le coup c'est vraiment au fil de l'eau et beaucoup plus ténu. Et puis nous n'avons pas vocation à devenir une agence immobilière non plus. Mais qu'on puisse se dire que le propriétaire des murs commerciaux a intérêt à ce que le commerce soit qualitatif dans l'immeuble qu'il possède, ça a beaucoup de sens aussi. On peut travailler intelligemment là-dessus.
Et puis bien sûr, quel est l'objectif? Parce que c'est bien de dire on travaille sur le commerce, mais il faut dire pourquoi faire. Et nous, ce que nous voulons, c'est pas de supprimer tel ou tel type de commerce. Tous les commerces ont leur légitimité à Paris. Nous voulons une politique commerciale qui vise à faire en sorte que les commerces, notamment en cœur de quartier, soient des commerces d'intérêt local. Et ces commerces d'intérêt local, ils sont divers. Parce que dans chaque quartier, les clients peuvent avoir besoin de différentes choses. Mais il faut faire en sorte que le commerce réponde à la demande locale dans les cœurs de quartier. C'est un peu différent, bien sûr, dans les grands axes. Et puis, on ne va pas empêcher la logique, le marché de faire son œuvre. Mais ce qu'on veut faire, c'est un commerce, là encore, équilibré. Ça passe aussi par les capacités que nous avons à construire et à attirer dans les quartiers, parce que pour qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait de la vie. Dans les quartiers où il n'y a pas assez d'habitants, il n'y a pas de commerce. Et parfois, rajouter des habitants, c'est aussi faire en sorte que le commerce existe. La question de la crise de l'accueil que nous vivons à Paris, et d'ailleurs pas qu'à Paris, que nous vivons en France, et d'ailleurs pas qu'en France, que nous vivons en Europe, qui s'est exprimée dans le 18e à partir de l'année 2015, est une question centrale qui a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie ces dernières années, qui est arrivée alors que personne ne s'y attendait, et sur laquelle nous avons dû réagir et parfois créer des solutions qui n'existaient pas et les inventer. Ça a donc été un sujet compliqué et lourd qui ne peut se comprendre et se gérer que si on admet que c'est un sujet compliqué et lourd. Alors quel a été pour nous, depuis 2015 et puis en 2016, avec l'invention des différents dispositifs, quel a été l'objectif pour nous? C'est ce que moi j'ai appelé la double dignité. Parce qu'aujourd'hui nous vivons une double indignité. L'indignité de la façon dont les migrants sont accueillis, dont les réfugiés sont accueillis en France et pas qu'à Paris. Parce qu'il est indigne, quand on vient chercher refuge en France, de se retrouver à la rue pendant des semaines, voire des mois et parfois même des années. C'est un sujet de dignité pour les personnes qui viennent trouver refuge à Paris. Et moi j'assume que, comme toutes les grandes villes attractives, forcément, il y a des gens qui viennent y trouver refuge et on peut faire croire que ça n'arrivera pas. Mais ça, c'est une blague. Et donc, à partir du moment où on sait qu'il y a des gens qui viennent, il faut travailler à la dignité de l'accueil. Et la deuxième indignité, c'est l'indignité qui est faite aux quartiers qui subissent la réalité, notamment la réalité des campements. Moi, j'ai passé des mois et des mois et des mois à aller en permanence, tout seul, avec la maire de Paris, à la porte de la Chapelle, à la porte d'Aubervilliers, à Pajol, pour alerter sur la situation et pour dire aux habitants que bien sûr j'étais à leur côté, mais surtout que nous interpellions l'État pour qu'il joue ce rôle. Et donc notre objectif, c'est de sortir de cette double indignité. Qu'est-ce que ça exige? Ça exige d'organiser les choses. Et cette politique de l'État qui consiste à faire comme si le problème n'existait pas, à le mettre de côté, à imaginer que parce qu'on ne le gère pas, il disparaîtra, est fausse. Ça ne fonctionne pas. Depuis des années, la situation existe à Calais, des dizaines d'années. Et on fait comme si ça n'existait pas, on ne l'organise pas, on ne le gère pas, et donc on se retrouve dans les difficultés dans lesquelles on est. Et donc ce dont nous souffrons d'abord, c'est de l'absence de volonté de l'État de jouer son rôle d'organisateur. Et nous avons dit, avec la maire de Paris, mais avec 13 autres maires de toutes les villes de France, que nous étions prêts à prendre notre part dans ce travail. Mais ce travail, il doit être organisé à la bonne échelle, et la bonne échelle, c'est celle de l'État. Et nous avons même dit comment il fallait faire. Et mieux, nous l'avions fait. Et quand nous avons inauguré le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, nous avons fait la démonstration, avec le soutien de l'État d'ailleurs à l'époque, parce que nous n'aurions pas pu le faire sans eux, que quand on organise les choses, on supprime les campements. Et quand on supprime les campements, on supprime la double indignité, et pour les personnes qui sont bien accueillies, et pour les quartiers qui ont ces campements. Et depuis que l'État nous a demandé de mettre un terme, enfin nous a empêché de continuer ce système du centre humanitaire qui ne pouvait plus exister à la Porte de la Chapelle, mais qui aurait dû être déplacé ailleurs, on voit revenir cette problématique majeure des campements qui est totalement inadmissible à tout point de vue. Donc ce que nous demandons, et nous sommes prêts à y prendre notre part, c'est que sur cette question de la crise de l'accueil, enfin, celui dont c'est la responsabilité, avec nous, avec notre aide, avec notre soutien, et en assumant ce que nous faisons, nous, prennent en charge ce problème, le gèrent, le règlent, et franchement, c'est possible. Toujours difficile de conclure quand on parle du 18e, de ce 18e qui est si divers et dans lequel les problématiques sont si différentes. Mais moi, je veux conclure aussi en disant finalement la fierté que j'ai d'être non pas le maire du 18e, mais d'être un habitant de ce quartier. Parce que quand on voit à quel point les défis ici sont importants, quand on voit à quel point nous avons eu à faire face sur la question des mineurs isolés étrangers
politique toxicomane, sur la question des migrations dont on parlait, sur la question du mélange, de la mixité. Quand on imagine à quel point cette société, cette vie du 18e aurait pu se déliter, on se dit que finalement, cet arrondissement, ce quartier, cette réalité humaine, elle est résiliente, elle est forte, elle est positive, elle est dynamique. Elle fait face à plein de difficultés. Et elle y fait face. Et elle trouve les solutions. Et le rôle de la mairie, avec nos partenaires, avec l'État, avec les structures, avec les associations, avec tous ceux qui veulent vivre dans cette ville, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire face aux difficultés. Les difficultés, elles ne disparaîtront pas. Et si quelqu'un avait une baguette magique pour les faire disparaître, je pense que ça fait bien longtemps qu'on l'aurait trouvé et tout le monde s'en réjouirait. Et donc soit on s'en occupe, soit on prend le temps, l'énergie, l'invention, parfois on se trompe, parfois on réussit, soit on fait comme si elles n'existaient pas, soit on essaye de les déplacer. Et finalement, il n'y a qu'une seule solution, c'est de s'en occuper, c'est de prendre le mors aux dents, c'est d'y aller, c'est d'être au travail, chacun dans notre rôle. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ces 6 dernières années, et c'est ce que j'ai envie de faire avec les habitants du 18e dans les 6 années qui viennent.